Mettre fin à la guerre serait synonyme de conséquences très négatives pour Zelensky, mais pas pour les Ukrainiens. À cet égard, il est clair que Zelensky n'est pas la même chose que l'Ukraine ou les Ukrainiens, car ses intérêts sont en réalité très différents de ceux des Ukrainiens et de l'État ukrainien. Je pense que pour cette raison, il souhaite prolonger la guerre aussi longtemps que possible et rester au pouvoir aussi longtemps que possible, car autrement, non seulement sa liberté, mais même sa vie pourrait être en danger s'il était à nouveau pris pour cible par des factions d'extrême droite ou d'autres groupes en Ukraine. Des gens sont tués, ils sont enlevés. Il y a beaucoup de vidéos, et tout cela est totalement ignoré par les médias occidentaux et par les politiciens occidentaux qui prétendent soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens. Mais en réalité, c'est le contraire. Je considère qu'il s'agit d'une politique très anti-ukrainienne, car il est clair que ce n'est pas ce que veulent les Ukrainiens. Cela a un effet très négatif sur eux, même si c'est bénéfique pour Zelensky. C'est pourquoi il est soutenu par l'Occident. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et je vous présente un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le Dr Ivan Khachanovsky, universitaire ukraino-canadien à l'Université d'Ottawa. Les deux ouvrages récents du professeur Khachanovsky, The Russia-Ukraine War and its Origins et The Maidan Massacre, figurent en tête de ma liste de recommandations. Ces recherches novatrices révèlent comment l'Ukraine est devenue un État client des États-Unis en 2014 à la suite du coup d'État du Maïdan. Faites-vous une faveur et lisez ces deux livres pour découvrir ce que le récit officiel s'efforce vraiment très fort de dissimuler. Professeur Khachanovsky, bienvenue à nouveau. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci pour l'invitation et merci d'avoir recommandé mes livres. Ils sont en libre accès, disponibles gratuitement pour toute personne souhaitant les lire, les télécharger, les partager ou les republier. Il y a eu récemment une traduction française de mon livre sur le massacre de Maïdan, et il existe également une traduction allemande de ce livre, ainsi qu'une traduction allemande de mon ouvrage sur la guerre russo-ukrainienne. D'autres traductions sont en cours. Je pense qu'ils ont déjà atteint plus d'1 million de vues et de téléchargements en ligne, ce qui est assez incroyable pour des publications universitaires de ce type. Absolument. Je mettrai les deux livres en lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour que nos spectateurs puissent les télécharger. Je mettrai également le lien vers ton profil sur X, anciennement Twitter. Je te suis et tu es très actif là-bas, donc c'est vraiment utile de voir tes mises à jour sur l'Ukraine et les négociations de paix. J'inclurai tout cela dans la description ci-dessous. Tu sais, en ce moment, les États-Unis ne sont pas engagés dans une seule guerre, leur guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine, mais ils sont aussi désormais belligérants dans une nouvelle guerre contre l'Iran. Donc à ce stade, on peut dire que les deux guerres sont celles de Trump, malgré le fait qu'il ait fait campagne sur des plateformes pro-paix et anti-intervention étrangère. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il y a tant de sujets dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, comme l'état des négociations de paix et la mobilisation forcée brutale imposée par le régime de Zelensky à travers l'Ukraine. Des hommes se cachent littéralement. J'aimerais aussi parler de ce que Zelensky cherche réellement. Alors 4 ans après le début de cette guerre, il refuse toujours de céder les 4 oblasts. Commençons par un article très révélateur qui a récemment été publié dans Foreign Affairs. L'article s'intitule « L'Ukraine est en train de perdre la guerre. Alors que Moscou exploite son avantage, Kiev devrait échanger des terres contre la paix. » À mon avis, il a été très choquant de voir cette vérité simple apparaître dans un média occidental.
Professeur Kachanovski, pensez-vous que la majorité des Ukrainiens préféreraient un règlement négocié dès maintenant ou qu'ils préféreraient poursuivre la guerre? Je pense que c'est une révélation importante que cet article ait été publié dans le magazine Foreign Affairs, car les médias occidentaux ont été parmi les plus fervents partisans de cette guerre. Ils ont souvent déformé la guerre et ses origines. J'ai étudié cette déformation, ainsi que les récits promus par les gouvernements occidentaux, russes et ukrainiens dans les médias à propos de ce conflit, et la manière dont ils l'ont manipulé pour diverses raisons, notamment politiques. Les médias occidentaux, censés être libres, ont en réalité présenté une vision fondée sur les positions des gouvernements occidentaux et ukrainiens, et non sur la réalité. Ils affirmaient que l'Ukraine gagnait la guerre dès le début. Maintenant, ils disent à nouveau que l'Ukraine n'est pas vaincue, qu'elle ne subit pas de défaite, qu'il y a une impasse, ou encore que l'Ukraine progresse et pourrait toujours vaincre la Russie. Mais je pense qu'il était clair dès le tout début de ce conflit, comme je l'ai mentionné dans mes publications sur les réseaux sociaux, mes articles et mes interviews, que l'Ukraine ne pourrait pas gagner cette guerre, car la Russie dispose d'un avantage militaire sur l'Ukraine. Et même après que cette guerre est devenue une guerre par procuration, avec le soutien des pays occidentaux, qui ont fourni des armes et des renseignements militaires à l'Ukraine, et qui le font encore, ils ont également apporté un soutien économique. Cela signifie donc que la guerre s'est prolongée beaucoup plus longtemps, désormais depuis plus de 4 ans. L'Ukraine n'aurait pas pu contenir la Russie, ni, encore une fois, mener cette guerre aussi longtemps sans le soutien occidental. Ainsi, cette reconnaissance dans l'article correspond essentiellement à ce que toute personne rationnelle qui croit aux faits et non à la propagande aurait pensé dès le début de ce conflit. Mais je pense que, du point de vue des Ukrainiens, c'est aussi une question importante que j'examine dans mon livre sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses origines. En réalité, il n'est pas facile de savoir ce que les Ukrainiens pensent de cette question, car il n'y a pas de liberté d'expression en Ukraine. Les Ukrainiens ont peur de dire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de la ligne du gouvernement. Il n'y a pas de médias libres. Il existe un seul marathon télévisé, qui est essentiellement de la propagande gouvernementale diffusée en continu sur toutes les chaînes. Il ne parle que de la victoire de l'Ukraine. Il parle de la défaite de la Russie, et ainsi de suite, ce qui, encore une fois, a très peu de crédibilité. Mais beaucoup de gens n'ont pas d'alternative, surtout les personnes âgées ou celles vivant en dehors des villes. Ils doivent simplement se fier à ce marathon télévisé comme à leur seule ou principale source d'information. Ils ne sont donc pas vraiment en mesure de connaître la situation réelle, qui est très difficile pour l'Ukraine. À cet égard, je ne considère pas non plus les sondages d'opinion publique comme fiables, car les gens ne peuvent pas exprimer librement leurs opinions sur cette question. Et ces sondages d'opinion publique sont également limités par le nombre de personnes qu'ils peuvent réellement atteindre. Les Ukrainiens du Donbass et d'autres régions d'Ukraine occupées ou annexées par la Russie ne peuvent pas exprimer leur opinion sur cette question. Je pense que cela s'applique aussi à de nombreux réfugiés qui ont fui l'Ukraine vers d'autres pays. Non seulement vers des pays occidentaux comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie ou la Roumanie, mais aussi vers la Russie. Un très grand nombre d'Ukrainiens ont fui la guerre vers la Russie, de sorte que leurs opinions ne sont pas reflétées dans les médias ni dans les sondages d'opinion publique. Ce sont des régions historiquement pro-russes, en particulier le Donbass. Cela s'applique au Donbass, la région,
pas seulement la ville. Selon un sondage d'opinion publique que j'ai commandé au printemps 2014, qui fut en réalité le dernier réalisé avant que la guerre ne rende de telles enquêtes impossibles dans le Donbass, le sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev montrait qu'une majorité absolue de la population y soutenait diverses formes de séparatisme, y compris la sécession de l'Ukraine et le rattachement à la Russie. Ils soutenaient également, certains d'entre eux soutenaient, l'autonomie, une autonomie unilatérale au sein d'une Ukraine fédérale, ce qui a été rejeté par le gouvernement ukrainien de l'époque et l'est encore aujourd'hui. Donc je pense, en me basant sur ces sondages d'opinion publique d'avant-guerre, qui étaient fiables, bien plus fiables que ceux dont nous disposons actuellement, et aussi sur mes recherches sur ce sujet, dans un livre que j'ai publié à partir de ma thèse sur les opinions ukrainiennes concernant ces questions, dans le livre intitulé Cleft Countries, Regional Political Divisions and Cultures in Post-Soviet Ukraine and Moldova. Je peux donc dire qu'en réalité, dans le Donbass, il est très probable que la plupart des habitants soutiennent le rattachement à la Russie. Ils ont des attitudes pro-russes. Ils ont soutenu l'annexion de cette région de l'Ukraine par la Russie. Dans ce cas, les opinions des habitants du Donbass sont, je pense, favorables au retrait des forces russes de la partie restante du Donbass et à la fin de cette guerre. Comme ils soutiennent la politique du gouvernement russe, la plupart d'entre eux, bien qu'il y ait aussi un nombre important de personnes qui ne sont pas d'accord et soutiennent la position du gouvernement ukrainien, la majorité dans le Donbass partage ce point de vue. C'est la conclusion à laquelle j'ai abouti sur la base de mes recherches. Mais en ce qui concerne les opinions d'autres Ukrainiens dans d'autres régions du pays, il est plus difficile de se prononcer à partir de cette perspective. Car encore une fois, comme je l'ai mentionné, les gens ne peuvent pas l'exprimer. Et même s'ils le faisaient, s'ils étaient interrogés sur une telle question, même s'ils le disaient publiquement, sur les réseaux sociaux ou dans des sondages d'opinion, ils pourraient être persécutés pour l'avoir dit. Cela s'explique par le fait qu'il est contraire à la loi ukrainienne de soutenir publiquement des concessions ou des modifications territoriales. Cela signifie donc que les gens pourraient être arrêtés, poursuivis ou faire face à diverses autres conséquences négatives, notamment des attaques de l'extrême droite, la dénonciation par leurs voisins, voire des poursuites pénales. Pour cette raison, beaucoup de gens ne peuvent pas le dire, même s'ils partagent ce point de vue. Ils ne peuvent pas l'exprimer publiquement, car cela pourrait avoir des conséquences très négatives pour eux. Par exemple, il y a environ 2 ans, 2 blogueurs ukrainiens très populaires ne publiaient rien sur la politique ou sur la guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, mais parlaient plutôt d'autres sujets, comme la beauté, la musique, et ainsi de suite. Ils ont appelé à un accord pacifique pour mettre fin à la guerre, et ensuite, l'un d'eux a dû fuir en Espagne parce qu'il avait été menacé pour avoir prôné la paix et la fin du conflit. La situation est devenue très dangereuse pour lui. Il a donc fui d'Ukraine vers l'Espagne, illégalement, franchissant à nouveau la frontière. Une autre blogueuse, également très populaire en Ukraine, a dû présenter des excuses publiques et déclarer qu'elle soutenait la guerre jusqu'à la victoire, après avoir reçu la visite du service de sécurité d'Ukraine. Elle a reconnu qu'en gros, après avoir parlé avec le service de sécurité, elle avait changé d'avis. C'est donc un autre exemple. Les gens ne peuvent même pas dire cela sur les réseaux sociaux. Il en va de même pour ceux qui essaient de l'exprimer dans les sondages d'opinion, désormais réalisés par téléphone. Beaucoup de personnes ont tout simplement peur de partager cette opinion. Mais je crois qu'en réalité, la majorité des gens soutiennent la fin de la guerre. Et s'ils connaissaient la véritable situation sur le front, ils soutiendraient sa fin.
même, car il n'y a aucune réelle possibilité de gagner cette guerre. Chaque jour de cette guerre n'apporte que des conséquences négatives supplémentaires, davantage de soldats ukrainiens tués, et il n'y a aucune réelle possibilité de changer l'issue. Il était clair dès le départ que l'Ukraine serait vaincue. La seule question est de savoir à quel point et de quelle nature sera la défaite pour l'Ukraine. Une résolution pacifique de ce conflit était possible à Istanbul. En mars 2022, il y a eu des négociations entre la Russie et l'Ukraine, et il existait une réelle possibilité de mettre fin à la guerre dans le cadre d'un accord de paix. Cela aurait pu donner à l'Ukraine la possibilité de mettre fin à la guerre, de sauver la vie de plus de 100 000 soldats ukrainiens, peut-être même davantage, ainsi que de nombreux civils, et d'éviter la destruction des infrastructures énergétiques et d'autres types de dommages infligés à l'Ukraine. Mais Zelensky a refusé de conclure un tel accord de paix sous la pression des pays occidentaux, en particulier du Premier ministre britannique Boris Johnson, de l'administration Biden et d'autres gouvernements européens. Et la même chose s'applique aujourd'hui. Je pense qu'une situation similaire existe actuellement. Même si Trump appelle publiquement à une résolution pacifique de ce conflit, il n'exerce aucune pression réelle sur Zelensky. Au contraire, l'Union européenne et le Royaume-Uni continuent de soutenir la guerre. Ils parlent publiquement de paix, mais en réalité, ils combattent à nouveau la Russie, cherchant à l'affaiblir ou à formuler des exigences qui ne seraient jamais acceptables pour elle. Et cela signifie, encore une fois, des choses comme verser des réparations ou déployer des forces de maintien de la paix, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'ils essaient de torpiller une solution pacifique à ce conflit. De plus, aux États-Unis, il existe une faction importante, à la fois chez les républicains et chez les démocrates, qui soutient la poursuite de cette guerre, parce que pour eux, c'est une bonne occasion d'affaiblir la Russie. Ils utilisent l'Ukraine et les Ukrainiens comme des instruments pour combattre la Russie et l'affaiblir sans sacrifier la vie de soldats américains. On peut maintenant voir à quel point cela est devenu dangereux dans le cas de l'Iran. Mais pour eux, c'est la meilleure option, utiliser l'Ukraine et les Ukrainiens pour affaiblir à nouveau la Russie, sans entrer dans une confrontation directe avec elle, qui est une grande puissance nucléaire. Les pourparlers de paix auraient été suspendus en raison de la guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Mais il est clair que la guerre en Iran n'est pas le principal obstacle. Le véritable problème réside dans l'incapacité de toutes les parties, de tous les acteurs, à parvenir à un accord acceptable pour chacun. Et comme vous venez de le mentionner, l'Europe cherche de plus en plus à s'affirmer comme un acteur clé dans ces négociations. Par Europe, je parle surtout de l'Union européenne, qui tente réellement de présenter tout accord de paix comme une défaite pour l'Ukraine et une grande victoire pour la Russie, alors qu'en réalité, la paix serait une victoire pour toutes les parties, en particulier pour l'Ukraine. Un pays déjà dévasté et manifestement incapable de remporter cette guerre sur le plan militaire. Mais que pensez-vous de cette pause actuelle dans les pourparlers de paix? Je pense qu'une résolution pacifique de ce conflit est la meilleure option pour l'Ukraine. La présentation de cette guerre comme étant d'une certaine manière bénéfique pour l'Ukraine, comme une bonne chose pour elle, ne correspond pas à la réalité. Elle vient des politiciens occidentaux et de leur propre intérêt à poursuivre la guerre. Ils continuent d'affirmer que l'Ukraine peut vaincre la Russie, et ainsi de suite. Ils ont également déclaré que l'accord de paix proposé et rendu public par le gouvernement et les médias ukrainiens, après la rencontre entre Trump et Poutine à Anchorage, en Alaska, visant à résoudre la guerre pacifiquement, constituait essentiellement une capitulation de l'Ukraine.
Mais la capitulation n'est pas ce que l'on voit dans cette proposition de résolution pacifique du conflit. C'était simplement un plan directeur pour un accord de paix qui pourrait réellement changer la situation sur terrain. Je pense que Trump a accepté ce type de compromis et que Poutine y a également consenti dans le cadre d'un accord de paix visant à mettre fin à la guerre. Il y avait donc une réelle possibilité de parvenir à une résolution pacifique du conflit après la rencontre entre Donald Trump et Poutine en Alaska. Mais pour diverses raisons, les négociations sont désormais dans l'impasse. Pour Zelensky, il est avantageux de poursuivre la guerre. Il reste au pouvoir après l'expiration de son mandat présidentiel. Il n'y a pas d'élection et il continue de recevoir le soutien politique des pays occidentaux, en particulier de l'Union européenne, du Royaume-Uni et même de Donald Trump, qui continue de fournir des armes à Zelensky et à ses forces militaires, ainsi que des renseignements pour cibler les positions et infrastructures militaires russes, y compris des installations pétrolières et même des pétroliers touchés par les forces ukrainiennes. Et je pense que c'est un moment crucial dans ces pourparlers de paix, car c'est une véritable occasion maintenant, de mettre fin à cette guerre. Trump a promis qu'il voulait y mettre fin par la négociation, et il a le pouvoir de le faire en utilisant son influence sur Zelensky, dont la dépendance, ou quasi-dépendance totale, à l'égard du soutien économique et militaire occidental se poursuit. Ce soutien est toujours directement fourni par les États-Unis, qui transmettent également des renseignements sur les cibles à frapper, et d'autres formes d'aide proviennent aussi des États-Unis et des pays occidentaux. Et puisque l'Ukraine est un État client des États-Unis, ces derniers disposent d'un levier considérable sur Zelensky pour, en substance, lui dire d'accepter l'accord de paix et de mettre fin à cette guerre. Mais Zelensky a refusé de le faire. Sur cette question, il continue d'affirmer qu'il n'y aura aucun compromis territorial avec la Russie. Dans le cadre de cet accord de paix, il déclare qu'il ne retirera pas les forces de la partie restante du Donbass, car environ 200 000 personnes vivent dans cette zone, qui n'est pas encore occupée par la Russie. Malgré cela, la Russie, contrairement à cette région, qui était une zone séparatiste, est impliquée dans une guerre civile là-bas depuis 2014, avec des interventions militaires russes en soutien aux séparatistes. Néanmoins, Zelensky refuse de se retirer, affirmant qu'il le fait pour soutenir les Ukrainiens du Donbass. Mais comme je l'ai déjà dit, les sondages d'opinion publique avant 2014 montraient qu'une majorité de personnes dans le Donbass soutenaient diverses formes de séparation d'avec l'Ukraine. Donc, dans ce cas, il ne s'agit pas vraiment de soutenir les Ukrainiens du Donbass. C'est très différent. Et pour cette raison, je pense que les pourparlers de paix sont maintenant dans une impasse. Parce que Trump ne veut tout simplement pas utiliser son influence sur Zelensky pour parvenir à une résolution pacifique de cette guerre, même s'il en a la capacité. Je pense qu'il agit ainsi pour plusieurs raisons, dont une politique, parce qu'il existe une faction puissante, à la fois au sein du Parti républicain et du Parti démocrate, ainsi que dans d'autres pays, membres de l'OTAN comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui souhaitent poursuivre cette guerre afin d'affaiblir la Russie. Dans ce cas, il ne veut pas faire pression sur Zelensky pour mettre fin au conflit, même s'il en a la capacité. Et cela pourrait se faire non pas par des moyens illégaux, comme la tentative d'enlèvement de Maduro au Venezuela menée par Trump, ou l'assassinat de dirigeants en Iran, ou encore le changement de régime à Cuba, que Trump a ouvertement appelé de ses vœux. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment possible ici. Je ne pense pas que cela se produira dans le cas de Zelensky. Cependant, il existe la possibilité d'utiliser les élections, en gros, simplement appeler à des élections en Ukraine, ce qui pourrait entraîner
un changement de gouvernement. Des personnes prêtes à signer un accord de paix et à mettre fin à la guerre pourraient alors remplacer Zelensky. Ou il peut également être remplacé par le Parlement, si possible. Car en réalité, selon la constitution ukrainienne, le système politique est de type parlementaire présidentiel, dans lequel le Parlement détient plus de pouvoir que le président. Mais aujourd'hui, Zelensky, il a essentiellement pris des pouvoirs qui ne figurent pas dans la Constitution. Il a placé le Parlement sous son contrôle, dissous la Cour constitutionnelle, exilé le président de la Cour constitutionnelle d'Ukraine. Il n'y a donc plus de séparation des pouvoirs, et Zelensky est devenu en pratique le dictateur de facto de l'Ukraine. Ainsi, il peut, en quelque sorte, sans réelle opposition en Ukraine, poursuivre cette guerre, car personne n'est en mesure de le contester. Et je pense que dans ce cas, cela a également des conséquences très négatives pour l'Ukraine, car il n'y a pas de véritable opposition et peu de chances qu'il puisse être remplacé à nouveau. Mais l'Ukraine est très petite, donc je pense que c'est aussi une situation très difficile, surtout maintenant, parce que l'attention du monde et celle de Trump est passée de l'Ukraine à d'abord Israël et la guerre à Gaza, et maintenant à la guerre en Iran, qui a été lancée par les États-Unis et Israël. Et maintenant, encore une fois, c'est le conflit le plus important en termes d'attention médiatique. Même ainsi, si l'on considère l'importance du conflit d'un point de vue mondial et historique, la guerre en Ukraine est bien plus importante, bien plus significative, car elle implique des pays beaucoup plus puissants, avec des conséquences bien plus graves, potentiellement non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour de nombreux autres pays à travers le monde. Et cette guerre est également une guerre par procuration entre l'Occident et la Russie, et non simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi la poursuite de la guerre civile dans le Donbass, dont les médias ne parlent presque jamais. Par exemple, un responsable ukrainien a récemment déclaré que chaque 6e prisonnier de guerre détenu par l'Ukraine, c'est-à-dire issu des forces russes, est en réalité un citoyen ukrainien. Cela signifie donc qu'il s'agit de personnes originaires du Donbass et de la Crimée, et dans une moindre mesure, d'autres régions proches de la Russie. Et elles combattent du côté russe. Ce n'est donc pas seulement une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi une guerre civile qui se poursuit en Ukraine depuis 2014. En Ukraine, il est illégal de dire qu'il y a eu ou qu'il y a une guerre civile. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une guerre avec la Russie depuis 2014. Mais il me semble qu'il est presque immédiatement évident que la guerre qui a commencé en 2022 avec l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie n'est pas la même que celle qui se déroulait auparavant dans le Donbass. Et dans le Donbass, la majorité des personnes présentes dans les formations séparatistes, selon toutes les preuves disponibles publiquement, étaient des Ukrainiens locaux du Donbass et dans une moindre mesure d'autres régions d'Ukraine. Mais il y a également eu des interventions militaires russes dans le Donbass en 2014, plus précisément en août 2014 et durant l'hiver 2015. C'était une guerre civile classique avec une intervention étrangère. Je pense donc qu'il est très important de bien comprendre les conditions et la situation du conflit, tant en ce qui concerne le conflit lui-même que ses participants, afin de voir comment cette guerre peut être résolue pacifiquement. Et maintenant, pour la raison que j'ai mentionnée, c'est bien plus problématique qu'avant. Au début des pourparlers de paix, il y avait une réelle chance de mettre fin à cette guerre, mais les discussions se poursuivent encore. Le nouveau cycle devait en réalité avoir lieu aujourd'hui, mais il a été reporté à cause de la guerre en Iran. Certains médias rapportent également que les pourparlers de paix
se trouve à nouveau à un moment très crucial, car la Russie a menacé d'y mettre fin si l'Ukraine n'acceptait pas l'accord prévoyant le retrait des forces ukrainiennes du Donbass. Dans ce cas, la Russie arrêterait simplement les discussions. Et cela reste une véritable possibilité. Exactement. Et je me demandais si la Russie interprète les indices tirés de la manière dont les États-Unis se comportent lorsqu'ils négocient avec d'autres pays. Et ici, bien sûr, je pense à l'Iran, car en juin 2025, les États-Unis et l'Iran étaient engagés dans des négociations liées au programme nucléaire iranien, un programme nucléaire pacifique, je précise. À ce moment-là, les États-Unis ont lancé une frappe ou une attaque contre l'Iran pendant les négociations. Ils ont donc, en quelque sorte, utilisé les pourparlers comme un leurre, un moyen de faire croire à l'Iran qu'il n'y aurait pas d'attaque, puis ils ont attaqué. Et maintenant, en février, les États-Unis et Israël ont effectivement fait la même chose lorsqu'ils ont attaqué un samedi. Le lundi suivant, le secrétaire d'État Marco Rubio devait rencontrer ses homologues iraniens pour poursuivre les négociations. Je me demande donc si la Russie observe cela et se dit peut-être que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, qu'ils ne sont peut-être pas un médiateur honnête dans les négociations de paix. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est aussi un problème majeur, car Poutine a auparavant accusé les pays occidentaux et le gouvernement ukrainien de refuser de mettre en œuvre les accords de Minsk. De plus, dans d'autres cas, encore une fois, la question de ne pas étendre l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, cela a été fait malgré les assurances données par les gouvernements occidentaux. L'adhésion à l'OTAN a été promise à l'Ukraine et à la Géorgie en 2008 lors du sommet de Bucarest. Il y a également eu l'élargissement de l'OTAN aux États baltes et à d'autres pays issus de l'ancien pacte de Varsovie, comme la Pologne, et ainsi de suite. Là encore, la Russie considère cela comme problématique, et Poutine a spécifiquement accusé l'Occident et le gouvernement ukrainien de ne pas être dignes de confiance. Le gouvernement ukrainien a également déclaré, tout comme les gouvernements occidentaux, que la Russie avait violé le mémorandum de Budapest. En 1994, l'Ukraine avait accepté de démanteler ses armes nucléaires, qui se trouvaient sur son territoire depuis l'époque soviétique, mais n'étaient pas sous le contrôle des forces ukrainiennes. Elles étaient en réalité sous le contrôle de la Russie. Ainsi, l'Ukraine ne pouvait pas réellement utiliser les armes nucléaires présentes sur son territoire. Elle devait soit les détruire, soit les envoyer en Russie. Il y avait le mémorandum de Budapest, mais ce n'était pas vraiment un accord juridique. Il ne créait pas d'obligation contraignante de défendre l'Ukraine, ni de fournir des garanties de sécurité, comme on l'a souvent affirmé. Et je pense qu'une situation similaire existe avec d'autres accords potentiels, car tout accord de paix qui pourrait être accepté, même si nous en signons un dès maintenant pour mettre fin à cette guerre, serait très difficile à garantir quant à sa mise en œuvre effective. Cela s'est déjà produit avec les accords de Minsk, qui offraient des conditions bien meilleures pour que l'Ukraine mette fin au conflit dans le Donbass. Zelensky avait d'ailleurs promis de signer un accord de paix et de mettre fin à la guerre par des négociations pacifiques lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle ukrainienne en 2019 et a battu Porochenko, qui faisait exactement le contraire, en essayant de jouer la carte nationaliste de la langue, de la force militaire, de l'armée et de la religion. Ainsi, lorsque Zelensky est arrivé au pouvoir et a remporté les élections, il a fait volte-face. Il a complètement abandonné ses accords, ses promesses électorales de mettre fin à la guerre, sous la pression de l'Occident et aussi de l'extrême droite qui le soutenait. Il est désormais devenu ce que j'appelle un politicien sous stéroïdes. Il est encore plus extrême que Porochenko,
qu'il a battu et dont il avait renié les politiques pendant la campagne électorale. Mais il est maintenant encore plus intransigeant et militariste à cet égard, et plus nationaliste aussi. Je ne pense pas qu'il croit vraiment à tout cela. Je pense qu'il joue simplement ce rôle pour son image et son propre intérêt, parce que c'est avantageux pour lui. Je pense donc que c'est une situation très difficile pour l'Ukraine. Et je pense aussi que toute résolution pacifique serait très difficile à mettre en œuvre, à moins qu'il n'y ait de réelle motivation et un intérêt sincère de la part de pays comme les États-Unis, les nations d'Europe occidentale, l'Ukraine et la Russie, pour réellement respecter un tel accord. Mais rien ne garantit que cela se produira. Toute garantie de sécurité pouvant être accordée à l'Ukraine, il n'existe aucun moyen de contraindre le gouvernement des États-Unis à les appliquer. Et si l'on regarde maintenant la guerre en Iran, c'en est un exemple parmi d'autres. Encore une fois, les pays du Moyen-Orient qui accueillent des bases militaires américaines sur leur territoire pensaient que ces bases les protégeraient en cas de guerre de ce type, notamment avec l'Iran. Mais en réalité, l'Iran a frappé des bases militaires américaines et a également visé certaines infrastructures énergétiques de la région. Les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont essentiellement fermé ces bases militaires et déplacé leurs forces vers d'autres sites afin de minimiser leurs propres pertes. Il est donc désormais assez évident que les États-Unis agissent dans leur propre intérêt et non dans celui des autres pays. Je pense que la même logique pourrait s'appliquer au Royaume-Uni, car il n'existe aucun moyen de rendre un accord de paix juridiquement contraignant ou obligatoire. Il n'y a pas de gouvernement international supérieur doté d'un tel pouvoir. Surtout aujourd'hui, alors que le gouvernement des États-Unis, sous Donald Trump, a abandonné toute apparence de respect du droit international. Il proclame ouvertement que seuls les intérêts américains comptent pour les États-Unis. Et c'est pourquoi ils ont tenté illégalement d'enlever le président du Venezuela, qui se trouvait à Cuba. Ce régime a également évoqué l'annexion du Groenland au Danemark, la transformation du Canada en 51e État des États-Unis, et même le déclenchement d'une guerre avec l'Iran. Encore une fois, c'est une violation du droit international, semblable à ce que la Russie a fait. Mais en réalité, personne ne peut vraiment défier les États-Unis à cet égard. Et je pense que c'est très dangereux, car même si un accord de paix est signé, rien ne garantit qu'il sera appliqué. Pour cette raison, je pense que de nombreux gouvernements, y compris les gouvernements russes et ukrainiens, estiment devoir faire preuve de force, essentiellement pour pousser d'autres gouvernements à accepter un accord de paix à leurs conditions. Et à cet égard, la Russie a des problèmes bien plus importants. Les chances de mettre cela en œuvre sont faibles, car la Russie dispose d'un avantage sur l'Ukraine. Elle est capable de conquérir davantage de territoires au fil du temps, et il est déjà clair que la Russie est en train de vaincre l'Ukraine. L'Ukraine a perdu presque 20% de son territoire, et il n'y a aucune possibilité de vaincre la Russie dans cette situation. Je pense donc que tout accord de paix acceptable pour les deux parties, et surtout pour la Russie, se ferait aux conditions de la Russie. L'Ukraine peut soit refuser de l'accepter, comme Zelensky essaye de le faire actuellement, soit accepter l'accord. Mais si Zelensky refusait cet accord de paix maintenant, les conditions de tout futur accord de paix seraient bien pires pour l'Ukraine, sans réelle possibilité d'amélioration, sans chance significative de vaincre la Russie ou de reprendre les territoires occupés ou annexés par celle-ci. Donc, dans ce cas, je pense qu'il est très clair, de ce point de vue, qu'une résolution pacifique reste la meilleure option.
mais c'est une situation très difficile à atteindre. Et les négociations à cet égard sont désormais devenues problématiques, car rien n'indique que Zelensky souhaite réellement accepter un accord de paix. Il fait simplement semblant pendant un certain temps de vouloir des négociations pacifiques, même s'il s'était interdit de le faire avec Poutine. À présent, il viole sa propre loi et son propre décret, interdisant toute discussion pacifique avec Poutine, tout en affirmant vouloir un accord de paix, mais encore une fois, à des conditions qu'il ne peut pas dicter. L'Ukraine ne gagne pas la guerre. Pourtant, Zelensky agit comme si c'était le cas. Et les pays de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, le soutiennent dans cette attitude. Ils insistent également pour que la Russie accepte un accord selon les conditions ukrainiennes ou européennes, ce qui, à mon avis, ne serait pas acceptable pour la Russie. Je pense donc que c'est pour cette raison qu'un accord de paix ne marquerait pas vraiment la fin du problème. Il pourrait mettre fin à la guerre, mais pas nécessairement au conflit. Et il existe une réelle possibilité que le conflit redevienne actif pendant longtemps, comme dans le cas de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Ou bien, il pourrait se transformer en une autre guerre, comme cela s'est produit avec l'Iran, lorsque la première guerre s'est terminée en juin, mais qu'une seconde, bien plus importante, a commencé. Je pense donc qu'à cet égard, il est très important de comprendre que les pourparlers de paix et un accord de paix ne signifieraient pas forcément la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La confiance, dans ce contexte, la capacité à respecter un accord de paix et à croire que les autres parties en respecteront les termes ou négocieront de bonne foi, est ici problématique pour Freedom Vanquid. Oui, et je serais d'accord avec vous. Je pense que tout accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, impliquant des tiers occidentaux, aboutirait probablement à un conflit gelé et permettrait aux pays et acteurs occidentaux de prendre le temps de se réarmer, de renforcer leurs infrastructures, d'étendre leurs complexes militaro-industriels et d'accroître la production afin de relancer le conflit. Encore une fois, au détriment des vies ukrainiennes sur le sol ukrainien, comme moyen de mener une autre guerre par procuration contre la Russie. Il semble donc plus probable qu'improbable que tout règlement de paix impliquant des parties occidentales exprimant leur intérêt ne conduise qu'à un conflit gelé. Mais ce qui est intéressant, c'est que récemment, Zelensky aurait déclaré que l'Ukraine devait se préparer à 3 années supplémentaires de guerre. Et si l'on regarde l'Ukraine et la réalité sur le terrain, on constate que le pays compte environ 11 millions de retraités. Ce sont des personnes âgées de 65 ans et plus, et la majorité d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les jeunes générations sont soit parties en Europe, soit en Russie. Des millions de personnes ont déménagé en Russie après 2022 ou ont péri dans cette guerre par procuration. L'Ukraine ne dispose donc pas vraiment du capital humain nécessaire pour soutenir une campagne militaire pendant encore 3 ans, comme Zelensky le promet. Et ce qui est probablement encore plus important, c'est que si l'on regarde le volet économique, l'économie doit soutenir l'effort de guerre. Mais l'économie ukrainienne est complètement détruite. Elle n'a pas le capital humain, elle n'a pas les infrastructures et il lui manque tant d'autres éléments. Alors, quel est le plan de Zelensky dans tout cela? Pourquoi dit-il « Préparons-nous à 3 années supplémentaires de guerre » alors qu'il a besoin de financements étrangers pour faire fonctionner l'État, pour verser les pensions aux 11 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, et qu'il dépend des armes occidentales pour mener cette guerre. Quel est son plan ici? Je pense que son plan est de rester au pouvoir, et que la guerre, pour lui, signifie le pouvoir,
car elle lui permet de demeurer en fonction en violation de la Constitution ukrainienne. La Constitution n'interdit pas les élections présidentielles pendant la loi martiale ou en temps de guerre, comme c'est le cas actuellement. Elle interdit seulement les élections parlementaires. Donc Zelensky agit en gros de manière illégale. Il n'a pas l'autorité légale, selon la Constitution, pour rester au pouvoir, car celle-ci stipule que le mandat présidentiel est de 5 ans et ne peut pas être prolongé. Il existe même une décision de la Cour constitutionnelle sur cette question concernant la durée du mandat présidentiel. Zelensky le sait, et pour lui, pouvoir poursuivre la guerre aussi longtemps signifie qu'il peut rester au pouvoir, avec tous les avantages que cela comporte. L'attention, les ovations des politiciens occidentaux, des médias occidentaux et des célébrités qui l'applaudissent pour avoir utilisé l'Ukraine comme un intermédiaire dans la guerre contre la Russie et pour avoir utilisé les Ukrainiens comme un instrument dans ce conflit. En gros, Zelensky tire beaucoup d'avantages de cette situation. Et pour lui, c'est très important. C'est comme une ovation pour sa performance en tant que dirigeant de l'Ukraine. En raison de son passé dans la comédie et la télévision, il a besoin de ce genre d'applaudissements. C'est comme un spectacle pour lui, une preuve qu'il s'en sort bien. Il tire également des bénéfices économiques et financiers de cette guerre. Il y a même une enquête sur l'entourage de Zelensky, où des personnes proches de lui ont été accusées et inculpées pour corruption à grande échelle, dont l'une aurait eu des toilettes en or dans son appartement. Ils mènent donc des modes de vie très luxueux, sans véritable forme de responsabilité, à l'exception du Bureau national anticorruption, qui les enquêtait en réalité. Cet organisme était essentiellement sous le contrôle ou l'influence des États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux, ce qui leur a permis de s'en servir contre Zelensky, mais pas directement contre lui jusqu'à présent. Cela signifie également que, si la guerre prenait fin, Zelensky pourrait être confronté à de nombreuses questions de la part des Ukrainiens concernant son incapacité à empêcher la guerre, qui était évitable et aurait pu l'être par des négociations pacifiques, en appliquant les accords de Minsk, entre autres. Il devrait aussi répondre de son refus de signer un accord de paix à Istanbul, ainsi que d'autres questions sur ses actions en tant que président et celles de ses proches collaborateurs en matière de corruption. Il pourrait donc également être menacé par l'extrême droite s'il acceptait de retirer les forces ukrainiennes du Donbass ou s'il signait un accord de paix avec la Russie à d'autres conditions, ce qui est peu probable. Mais, dans tous les cas, il pourrait faire face à une menace venant de l'extrême droite, y compris de néo-nazis déclarés, qui s'étaient déjà opposés à lui en 2019 et au début de l'invasion russe, pour avoir simplement envisagé un accord de paix avec la Russie afin de mettre fin à la guerre dans le Donbass et désormais à la guerre plus large avec la Russie. Il aurait alors une réelle possibilité de poursuite pénale en Ukraine s'il perdait le pouvoir, ou il pourrait devoir fuir le pays, comme cela est arrivé à de nombreux autres dictateurs. Il serait en somme abandonné et perdrait son statut public. Il ne recevrait plus d'ovation ni ce genre de soutien de la part de l'Occident. Ainsi, dans ce cas, mettre fin à la guerre serait pour Zelensky synonyme de conséquences très négatives pour lui, mais non pour les Ukrainiens. À cet égard, il est très clair que Zelensky n'est pas la même chose que l'Ukraine ou les Ukrainiens, car ses intérêts sont en réalité très différents de ceux des Ukrainiens et de l'Ukraine en tant qu'État. Et je pense que, pour cette raison, il veut prolonger la guerre aussi longtemps que possible et rester au pouvoir aussi longtemps que possible, car sinon il est en danger. Non seulement sa liberté, mais aussi sa vie pourrait être menacée. S'il était pris pour cible par l'extrême droite
et d'autres factions en Ukraine, surtout par des personnes mécontentes ou ayant été témoins de la mobilisation forcée, de violations des droits humains et d'autres abus, y compris des persécutions illégales de personnes sur la base d'accusations fabriquées, ainsi que par ceux dont les biens ont été confisqués ou volés, et par les personnes qui ont été mobilisées de force par des officiers militaires sous le commandement de Zelensky. Je pense donc qu'il y aurait beaucoup de réactions négatives contre Zelensky s'il perdait le pouvoir. Pour cette raison, il veut prolonger la guerre aussi longtemps que possible. Et il dépend encore du soutien financier des pays de l'Union européenne, ce qui lui permet de verser toutes les pensions dont vous avez parlé. Toutes les pensions en Ukraine sont payées par les pays occidentaux. Au départ, c'était les États-Unis et d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement l'Union européenne qui paye les salaires des fonctionnaires ukrainiens, ainsi que ceux des enseignants, des professeurs et des médecins. Il paie également les salaires d'autres responsables publics et les pensions, car le budget ukrainien n'est pas en mesure de couvrir toutes ces dépenses. Pour Zelensky, c'est donc une bonne opportunité. Il reçoit essentiellement beaucoup d'argent pour rester au pouvoir et prolonger son mandat, ce qui n'est pas démocratique et, encore une fois, pas conforme à la loi. Mais il est soutenu par l'Occident, financièrement et politiquement, ce qui lui permet d'utiliser cette situation pour prolonger la guerre aussi longtemps que possible, car cela sert ses intérêts. Absolument. L'Europe a à plusieurs reprises proposé d'envoyer des soi-disant forces de maintien de la paix en Ukraine, même après la conclusion d'un accord de paix avec la Russie. Et chaque fois que cette rhétorique vient d'Europe, la réponse de la Russie est que toute troupe étrangère serait une cible légitime sur le territoire ukrainien. Pourquoi l'Europe insiste-t-elle pour envoyer des troupes étrangères en Ukraine après la signature d'un accord de paix? Je pense qu'ils peuvent faire cela pour deux raisons. La première est qu'ils veulent continuer à faire de l'Ukraine un État client des États-Unis, de l'OTAN ou plus largement des pays occidentaux. Pour eux, l'Ukraine est utile pour contenir la Russie. Même avant l'invasion russe, l'Ukraine était déjà un État client utilisé contre la Russie pour la contenir. Et ils veulent poursuivre cette politique après la fin de la guerre. C'est donc la première raison. Utiliser l'Ukraine contre la Russie à des fins géopolitiques et maintenir le conflit entre la Russie et l'Occident, ainsi qu'entre la Russie et l'Ukraine. Dans un tel cas, des forces de maintien de la paix européennes pourraient prolonger cette situation et peut-être aussi permettre à Zelensky de rester au pouvoir, car elles lui offriraient une protection contre toute menace pouvant venir d'Ukrainiens susceptibles de se retourner contre lui après la fin de la guerre. Mais je pense qu'une autre raison, également très importante, peut-être même plus significative, est qu'ils utilisent ce type de promesse ou d'intention de déployer des forces de maintien de la paix en Ukraine contre certains pays. Il y a des déclarations de la Russie affirmant que c'est une ligne rouge, que cela leur est inacceptable. Ils le savent donc, et ils le font précisément pour torpiller toute perspective d'accord de paix. Car, si le déploiement de forces de maintien de la paix faisait partie d'un accord de paix, formellement ou informellement, et que la Russie n'était pas d'accord, la guerre se poursuivrait, qu'un accord soit signé ou non. Cela signifierait que la Russie serait peu susceptible d'accepter des conditions de paix impliquant le déploiement de forces de maintien de la paix. Et pour cette raison, je ne pense pas qu'ils veuillent une guerre directe avec la Russie. Ils veulent simplement utiliser le déploiement de forces de maintien de la paix comme un moyen de bloquer les négociations pacifiques, un soi-disant accord de paix qui pourrait mettre fin à la guerre.
car cela peut être perçu comme une sorte de poison dans les discussions, en proposant des conditions inacceptables et déjà rejetées par la Russie. Ils le savent, et pourtant, ils continuent de le faire encore et encore. Même s'il est évident que cela n'est pas possible, cela pourrait mener à une guerre directe entre les pays de l'OTAN et la Russie, ce qui serait une situation très grave. Un conflit majeur entre puissances nucléaires, bien plus important par exemple que la guerre entre l'OTAN et la Serbie au sujet du Kosovo à la fin des années 1990, ou qu'une guerre potentielle entre les États-Unis et Israël contre l'Iran aujourd'hui. Et peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Le ministre ukrainien de la Défense récemment nommé a déclaré en janvier 2026 que 2 millions d'hommes ukrainiens étaient recherchés pour insoumission et 200 000 pour désertion. Le gouvernement Zelensky s'appuie donc en réalité sur une mobilisation forcée. Nous voyons de nombreuses vidéos montrant des agressions brutales contre des hommes ukrainiens de tous âges à travers le pays. Et cela dure depuis 2022. Je sais que vous connaissez personnellement de nombreuses personnes qui ont été mobilisées de force et qui n'étaient pas forcément aptes au service pour diverses raisons. Vous avez publié à ce sujet sur X et j'ai trouvé ces publications très intéressantes et instructives. Pourriez-vous développer sur les pratiques de mobilisation forcée de Zelensky et peut-être nous parler de vos anciens voisins ou collègues qui ont été victimes de cette mobilisation? Oui, c'est aussi un problème très grave qui n'a jamais été rapporté par les médias occidentaux. Les politiciens occidentaux font également semblant que ce n'est pas du tout un problème en Ukraine. Ils affirment que les Ukrainiens veulent à nouveau combattre la Russie, qu'ils le font volontairement, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les preuves sont très claires, comme vous l'avez mentionné, et je les ai également examinées dans mon livre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que de nombreux Ukrainiens, je dirais une majorité, d'après les données publiques sur la désertion, ne sont pas disposés à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, contrairement aux politiques des pays occidentaux et désormais aussi à la politique de Zelensky à cet égard. Ils soutiendraient une résolution pacifique de la guerre, car pour eux, cela signifie une chance très réelle d'être tué ou blessé chaque jour dans ce conflit. Depuis que Zelensky et son gouvernement s'appuient désormais sur la mobilisation forcée, presque personne n'est disposé à rejoindre volontairement les forces ukrainiennes pour combattre la Russie. Même en Ukraine occidentale, ma région natale, historiquement anti-russe, nationaliste et pro-occidentale. Les gens ne veulent tout simplement pas le faire de leur plein gré. Ainsi, on voit beaucoup de vidéos que je regarde chaque jour sur les réseaux sociaux, montrant des personnes emmenées de force dans la rue, littéralement capturées, placées dans des minibus et envoyées au front sans aucune formation militaire adéquate. Elles reviennent souvent auprès de leurs familles, dans des sacs mortuaires, tuées, et beaucoup de leurs corps ne sont récupérés qu'après un long moment, car les forces ukrainiennes ne parviennent pas à les ramener après leur retraite. Il y a donc maintenant des échanges de corps qui ont lieu, et la Russie échange généralement environ 1 millier de corps de combattants ukrainiens contre seulement quelques dizaines de combattants russes. Je pense que c'est un problème très réel. Mes amis et connaissances en Ukraine occidentale me disent que les hommes se cachent pratiquement pour échapper à la mobilisation forcée. Ils ont peur de sortir dans la rue, même ceux qui, encore une fois, savent qu'ils peuvent être capturés et envoyés sur la ligne de front. C'est un danger réel, et les gens le savent. Ils sont conscients du problème et essaient d'éviter cette mobilisation forcée parce qu'ils ne veulent pas combattre dans cette guerre. Et même s'ils sont capturés, beaucoup d'entre eux désertent, depuis les lignes de front ou depuis les camps de mobilisation.
Il y a donc un très grand nombre de personnes qui font cela. Et cela correspond au rapport de cas individuels, des gens que je connais, des personnes de l'époque où je vivais en Ukraine, quand j'y ai grandi. Mes voisins, par exemple. Je sais que certains d'entre eux ont été capturés et mobilisés de force. 2 d'entre eux ont déjà été tués, et l'un d'eux vient tout juste d'être mobilisé. Il y a quelques semaines, il avait environ 56 ans et souffrait de tuberculose. Il est sorti faire quelques courses et il a été capturé lui aussi. Et encore une fois, il vérifie tout le monde pour le service militaire, même s'il souffre d'une forme active de tuberculose, une maladie très dangereuse, ainsi que de diverses autres affections. Mais maintenant, il s'en moque. Il mobilise des personnes malades, des personnes ayant des condamnations pénales, des personnes ayant purgé des peines de prison, et ainsi de suite, même des prisonniers. Il mobilise donc toute personne pouvant être mobilisée, sans se soucier des normes juridiques du droit ukrainien. En gros, ils ont le droit de le faire en vertu d'une directive de Zelensky. Ainsi, Zelensky leur donne le droit d'enlever des gens au nom de l'État. C'est pour cette raison que les Ukrainiens se cachent et refusent d'y participer. Et voici un autre cas. Mon voisin qui a été mobilisé de force. C'est le voisin d'en face, un autre dont j'ai parlé, qui habitait dans la même rue que moi. Je le connais parce qu'il est allé à l'école là-bas. Ma maison m'a d'ailleurs été confisquée aussi, donc je ne peux pas retourner en Ukraine pour cette raison. Ils m'ont simplement pris ma maison et mes biens après que j'ai parlé du massacre de la place Maïdan. Un autre voisin, je reste toujours en contact avec mes voisins et je leur parle souvent, ainsi qu'à mes proches, m'a raconté qu'un voisin d'en face, que je connais aussi personnellement, avait été mobilisé dans l'armée, puis avait déserté. Il a de nouveau été capturé, renvoyé dans un camp d'entraînement, et quelques jours plus tard, dans ce camp situé en Ukraine occidentale, on l'a retrouvé mort, avec des os brisés et des blessures au visage et à la tête. Pourtant, tous les médias ont rapporté qu'il avait été tué en combattant la Russie sur la ligne de front. En réalité, il a presque certainement été tué sur le terrain d'entraînement parce qu'il ne voulait pas participer à la guerre. Il y avait d'autres raisons derrière cela, mais il a été tué. Mais il n'y a pas eu d'enquête, et les voisins ont été priés de ne même pas en demander une. Tous les médias ont rapporté qu'il avait simplement été tué à la guerre. C'est donc une situation bien réelle, avec de vraies personnes qui, encore une fois, sont tuées. Et un autre voisin a également été récemment tué à la guerre. C'était le fils d'une personne qui habitait 2 maisons plus loin de chez moi, dans l'ouest de l'Ukraine. Je connais leur famille. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais très bien sa mère et sa grand-mère. Cela montre vraiment l'ampleur des pertes en Ukraine, dont on ne parle souvent jamais. Il n'y a pas de véritable information sur le nombre de militaires ukrainiens tués. D'après mon estimation, il y a maintenant plus de 200 000 soldats ukrainiens qui sont soit morts, soit portés disparus. Mais ils sont probablement morts eux aussi, car leurs corps ne sont pas récupérés par les forces ukrainiennes. Je pense que c'est une situation très négative pour les Ukrainiens. Et plus cette situation se prolonge, moins il y a de chances. Il y aura simplement de plus en plus de victimes et de moins en moins de volonté chez les Ukrainiens de se battre dans cette guerre. Je pense que c'est une démonstration très claire que ces cas ne sont pas simplement accidentels. C'est un problème majeur. Et cela ne concerne pas seulement l'Est et le centre de l'Ukraine, des régions plus proches de la Russie et ayant des liens historiques avec elle, mais aussi l'Ouest de l'Ukraine, ma région natale, qui n'a ni affection ni affinité pour la Russie et a historiquement soutenu des partis et des candidats politiques anti-russes. Elle a soutenu Poroshenko et d'autres candidats qui ont promu des politiques nationalistes et pro-occidentales.
Et maintenant, même là-bas, les gens ne veulent plus se battre. Ils sont mobilisés, mais beaucoup sont tués ou craignent de subir plus tard des conséquences négatives dans leur vie. Ainsi, la vie de nombreuses personnes s'est terminée de cette manière. Et maintenant, ceux qui disaient autrefois soutenir la démocratie en Ukraine, qui considéraient Maïdan et l'opposition comme une protestation contre la violence policière en 2013-2014, approuvent et ignorent ouvertement une violence d'une ampleur bien plus grande. Les policiers à Maïdan n'étaient pas responsables des massacres que j'ai décrits dans mes études. C'était en réalité le contraire. Aujourd'hui, on voit toute cette violence se dérouler le long des lignes de front. Des gens sont tués, enlevés. Il existe de nombreuses vidéos, et tout cela est totalement ignoré par les médias et les politiciens occidentaux qui prétendent soutenir les Ukrainiens. Mais en réalité, c'est l'inverse. Je considère qu'il s'agit d'une politique très anti-ukrainienne, car il est évident que ce n'est pas ce que veulent les Ukrainiens. Cela a un effet très négatif sur eux. Malgré tout, cela profite à Zelensky, et c'est pourquoi il est soutenu par l'Occident. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Je pense que tu as tout à fait raison. Nous voyons que la recrudescence de la traite des êtres humains en Europe, à la suite de la guerre, est clairement devenue l'un des principaux problèmes mentionnés dans de nombreux rapports de l'ONU. Et les violations des droits humains en Ukraine se déroulent en plein jour. Tu sais, des hommes sont enlevés dans la rue, ils sont battus. De nombreux rapports indiquent qu'ils sont en réalité assassinés dans ces centres d'entraînement militaire où ils sont censés être formés avant d'être envoyés au front. C'est une tragédie totale et absolue, ce que nous voyons. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, Zelensky n'est pas un président démocratiquement élu. Son mandat a expiré il y a plusieurs années. Et l'Église ukrainienne est persécutée quotidiennement. Il est donc vraiment honteux de voir que les gouvernements occidentaux financent un régime qui opprime ouvertement son propre peuple et viole ses droits humains. Professeur Kachanovski, merci beaucoup pour vos analyses aujourd'hui. Cela a été extrêmement précieux et j'encourage vivement tous nos spectateurs et abonnés à télécharger les livres du professeur Kachanovski. Ils sont vraiment excellents et vous apprendrez beaucoup en les lisant. N'hésitez donc pas à consulter les liens dans la description de la vidéo ci-dessous, à suivre le professeur Kachanovski sur X, anciennement Twitter, et à rester en contact. Professeur Kachanovski, merci infiniment d'avoir été avec nous et j'espère que vous reviendrez pour un nouvel épisode. Oui, merci.